Bienvenue dans cette émission où nous allons aborder un sujet qui passionne les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés. C'est celui des ressources humaines. Vous savez que dans un monde du travail qui est en pleine évolution, peut-être en pleine révolution, le monde des ressources humaines, lui aussi, connaît beaucoup de changements. Et on va en parler tout au long de cette émission avec Anne Souillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association des DRH des Yvelines, Anne DRH, ça s'appelle l'association. Et vous êtes la dirigeante du cabinet RH Humaniste. Et vous avez organisé le 10 octobre dernier un colloque sur le thème partagé pour réussir la transformation et la fonction des ressources humaines. Alors, c'est important, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que vous vous rencontrez entre spécialistes de ressources humaines, et vous nous direz pourquoi c'est important ces rencontres, parce que c'est vrai, je le disais, c'est vrai que c'est un domaine qui est en constante évolution et peut-être même ébullition. On va parler dans quelques instants. Pascal Goffny, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur de GoFast. Alors, vous ne faites pas du tout de trafic de drogue, mais... Du tout. Du tout. Mais j'essaie d'accélérer effectivement les transformations d'entreprise. Absolument. Et GoFast, alors, c'est parce que vous appelez Goffny, c'est le début de votre nom. Oui, c'est ça. Vous conseillez les entreprises sur les évolutions. Et vous nous parlerez alors évidemment de toutes ces évolutions et notamment d'un sujet qui est assez fascinant, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. On se dit les ressources humaines c'est un contact purement humain. L'intelligence artificielle aide déjà aux ressources humaines. Vous nous direz voilà quels sont les avantages, quelles sont aussi les limites. Camille-Antoine Donzel, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi membre du bureau de l'association des NDRH. Vous êtes avocat, associé du cabinet Littler, c'est ça ? Exactement. Et alors, avec vous, on va plutôt aborder une question qui est aussi très importante pour les entreprises, mais aussi pour les ressources humaines, c'est celle de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. De RSA, c'est un peu autre chose, c'est après. Effectivement. Oui, c'est aussi, ça c'est un thème assez récent, la responsabilité sociale des entreprises, en relation évidemment avec toutes les questions environnementales. Pourquoi les entreprises se sont emparées de ce domaine ? On va en parler tout à l'heure, mais... Alors pour plusieurs raisons. Alors déjà, premièrement, c'est un thème qui devient de plus en plus prégnant dans les entreprises, la RSE, puisque c'est aussi l'image de marque de l'entreprise, et on en parlera avec, je pense, la marque employeur. Et parce que surtout, aujourd'hui, c'est un sujet qui va être de plus en plus régulé et donc imposé aussi aux entreprises qui, plutôt que de se faire imposer des mesures, préfèrent les prendre en anticipation et éventuellement les développer et les déployer avant que ce soit sanctionné, on va dire. Et vous nous parlerez aussi justement de l'application des ressources humaines dans ce domaine. Et puis, Émilie Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de cette association des DRH des Yvelines, qui est une association nationale. Là, c'est le groupe local. Le groupe local, départemental. Et vous êtes la DRH d'une entreprise qui s'appelle Contron Transportation. C'est ça, tout à fait, qui est implantée sur 50 ans en Yvelines. Voilà, et qui fait quoi ? Qui est spécialisée dans les réseaux critiques, dans les télécoms, principalement appliqués aux ferroviaires. D'accord, voilà. D'accord. Et alors, un des thèmes que vous avez abordé pendant ce colloque et dont on va reparler aujourd'hui, c'est celui de la marque entreprise. Marque employeur. C'est important, c'est-à-dire que c'est quoi ? C'est un peu l'image de marque, au fond, des entreprises. Oui, c'est exactement ça. Dans un marché du travail qui est on ne peut plus tendu en ce moment, l'entreprise doit se montrer sous son meilleur jour. Et donc, à ce titre, on dose vraiment une fonction marketing très forte appliquée aux ressources humaines. Ça veut dire, quand vous dites ça, ça veut dire qu'au fond, l'un des principaux problèmes aujourd'hui des entreprises, c'est d'arriver à trouver des salariés qui correspondent à ce dont elle a besoin. C'est attirer, en effet, les bons profils. C'est un des gros problèmes. Oui. Il y a des profils vraiment pénuriques. Aujourd'hui, les candidats sont vraiment maîtres dans
on va dire, dans la relation pour trouver un emploi. Et donc, aujourd'hui, les entreprises doivent vraiment faire preuve d'authenticité et d'effort pour attirer des candidats, mais pas seulement, pour les fidéliser aussi. Pour les fidéliser, oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que, oui, il y a un marché de l'emploi qui a évolué aussi depuis quelques années. C'est vrai que maintenant, c'est plutôt les entreprises qui recherchent des salariés. Anne Souillard, alors, on va commencer peut-être par nous dire qu'est-ce que c'est cette association, pourquoi vous la présidez donc, et en quoi elle est essentielle pour peut-être se regrouper, pour parler entre soi, de ne pas rester chacun dans sa sphère. Voilà, exactement. Donc ça s'adresse donc aux DRH, aux fonctions RH de l'entreprise. Ça permet vraiment de mettre en avant la fonction RH, d'être en veille de l'actualité RH. Ça permet aux DRH de se retrouver autour d'événements liés à leur fonction. Et c'est de créer également de la valeur pour les adhérents. Voilà, donc c'est une association qui s'appelle donc ANDRH, qui a été créée en 1947. Ah oui. Voilà. Ah donc oui, c'est et donc là, les ressources humaines, ça existe depuis juste l'après-guerre, quoi. Voilà. Oui. Et donc le bureau local Yvelines, donc avec les membres du bureau, on développe cette association au niveau local, donc sur le bassin versaillais et de Saint-Quentin en Yvelines principalement. Oui, c'est là où il y a le plus grand nombre d'entreprises. Voilà. Et nous sommes actuellement 70 adhérents. 70 donc représentants de la fonction RH, et nous retrouvons de manière à fréquence donc mensuelle autour donc soit de petits déjeuners sur l'actualité sociale, soit sur des événements, par exemple là donc on parle de l'événement du 10 octobre qui a été assez impactant donc sur les enjeux RH 2030, mais également là dernièrement c'était sur donc un after work mensuel sur la NAO. La NAO, voilà, c'est la négociation obligatoire, annuelle obligatoire. D'accord. Voilà. Donc, c'est là où l'évaluation, enfin c'est ça, non? Non, c'est lié avec le CSE. En fait, l'entreprise a des obligations de négocier des accords. D'accord. Voilà. Et évidemment, et alors, ce qui est intéressant, c'est de dire que vous avez une entreprise indépendante de ressources humaines. Oui, c'est ça? Pour ma part, oui. Mais j'ai occupé la fonction de DRH pendant une bonne vingtaine d'années. Oui, non, je sais bien, mais là vous êtes à votre compte. Émilie est dans une entreprise. Camille Antoine, vous êtes avocat. Et Pascal est chef d'entreprise. Ça veut dire que au sein de cette association, ça regroupe aussi des profils assez différents. Voilà, des experts de la fonction RH. Absolument. Exactement, oui. Oui, et l'importance de par exemple, ce colloque du 10 octobre qui est centré sur l'évolution justement de la fonction RH notamment. Là aussi, c'est des apports d'expérience qui vous arrivent. Oui, et c'est pour répondre aussi, parce qu'en fait l'entreprise se transforme de plus en plus, on va dire rapidement, pour faire face à de nombreux enjeux, tels que la transition écologique, tels que la transformation, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est de nouveaux modes de travail. Et c'est vrai que, en fait, en faisant intervenir des personnes dans ce domaine-là, en fait, on se prépare vraiment en amont pour pouvoir aider aussi également les entreprises et les salariés à faire face à ces transformations. Justement, Émilie, je parle aux deux qui exercent des fonctions de DRH. Vous sentez une évolution, une accélération même de l'évolution de cette fonction? Énorme, mais tout le monde l'a vu depuis la crise du Covid. Oui, il y a notamment le télétravail, par exemple, a changé beaucoup les choses. Donc le télétravail, on est parti dans le full télétravail, et puis maintenant les entreprises commencent à faire marche arrière. Donc cela pose énormément de questions en termes de RSE, en termes de contrat de travail, sur différents plans. On a l'intelligence artificielle aussi qui est de plus en plus présent en entreprise. Donc les métiers se transforment et donc il faut accompagner, anticiper pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises. Vous parlez de télétravail, peut-être on peut s'arrêter un petit instant là-dessus. C'est vrai que ça a été
une sorte de découverte avec, pour beaucoup de gens avec la crise de la Covid. Et vous le disiez, voilà. Et puis au début, ça a été, c'est formidable. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde pouvait travailler en restant chez soi. On revient un peu là-dessus. Certaines entreprises reviennent en effet sur le présentiel parce que il y a une réalité, c'est qu'il faut entretenir un lien social. Ouais. Il y a une unité dans l'entreprise et donc le but pour chaque entreprise, c'est de trouver l'harmonie, le bon équilibre en fait, entre l'individualisation et le collectif. Pascal, sur ce sujet justement, est-ce qu'il y a des différences entre les entreprises? J'ai l'impression que les entreprises, enfin ça dépend des boîtes, mais peut-être les plus récentes acceptent plus facilement le télétravail que d'autres. Effectivement, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a effectivement eu le besoin de se mettre en télétravail pour toutes les entreprises à un moment donné pendant la crise de la Covid. Voilà, c'était devenu obligatoire. Et puis effectivement, il y a aujourd'hui ce retour lié, je pense effectivement au fait qu'on a besoin de liens sociaux dans l'entreprise. Après, il y a des entreprises qui le faisaient déjà. Typiquement, moi, à l'époque, j'étais dans une entreprise où le télétravail n'a rien changé, puisque j'en faisais déjà. Donc finalement, au lieu de passer 3-4 jours par semaine, je passais... Mais vous êtes plutôt récente et moderne, je veux dire. Et voilà, c'est là où j'allais arriver, c'est que moi, j'avais une entreprise ancienne, mais qui faisait déjà un peu de télétravail. Ouais. Et effectivement, aujourd'hui, les nouvelles entreprises ont digitalisé tout un tas de choses au sein de leur entreprise. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire du télétravail, et donc de télétravailler depuis la maison. Mais ça soulève quelques questions quand même autour de la sécurisation des informations, de la façon dont j'accède aux collaborateurs et aux données de l'entreprise. Et autant même peut-être de travail. Camille-Antoine Nozel, est-ce que ça, par exemple, pour rester sur ce thème du télétravail, en droit du travail, est-ce que ça change aussi un peu les choses ? Alors ça change les choses énormément, puisque déjà vous avez effectivement un collectif de travail qui est éclaté, ce qui fait qu'en termes de management c'est quand même beaucoup plus compliqué. Vous avez aussi des sujets par rapport à tout ce qui est accident du travail, puisqu'avant l'accident du travail c'était communément l'accident qui intervenait dans l'entreprise, sur le lieu de travail, et aujourd'hui vous avez des gens qui potentiellement peuvent tomber dans leur escalier, donc la question c'est toujours est-ce que c'est un accident de travail ou est-ce que c'était de l'abus personnel. Et puis effectivement derrière vous avez des sujets de temps de travail, de régulation du temps de travail, de suivi du temps de travail, qui est quand même beaucoup plus compliqué. Quand vous avez des salariés qui sont chez eux, comment est-ce que vous vous assurez qu'ils ont bien fait leurs horaires de travail? Comment vous vous assurez qu'ils ne sont pas en heure sup, qu'ils ne sont pas en dépassement de leur durée maximale de travail? Donc tout ça, c'est des sujets qui ont dû être appréhendés par l'entreprise et qui d'ailleurs sont toujours aujourd'hui en questionnement parce qu'en fait, d'un point de vue des tribunaux et des conseils de prud'homme, on n'est toujours pas encore très fixé sur ce sujet-là. Ce sujet-là. Donc oui, ça c'est un des thèmes qui fait que, enfin, un des sujets qui fait qu'il y a une grosse évolution en effet du monde du travail. Il y en a d'autres. On va parler alors de quatre thèmes, justement la marque employeur, on va parler de la RSE, on va parler d'intelligence artificielle et puis on conclura peut-être sur la formation parce que c'est essentiel évidemment. C'est vrai que avant d'aborder chacun de ces thèmes, un mot sur la formation quand même. Il y a une formation et peut-être que votre association joue un rôle là-dessus, une sorte de formation continue nécessaire pour les DRH. Ah, effectivement, oui, une veille est importante effectivement pour exercer sa fonction. Voilà. Après, en termes de formation au niveau de l'entreprise, la formation est devenue effectivement un vecteur essentiel pour développer les compétences des salariés et être de plus en plus compétitif. Oui. D'accord. Ouais. Alors, on reparlera aussi de la formation tout à l'heure. On va commencer par le premier thème, qui était un des thèmes que vous avez abordé lors de ce colloque du 10 octobre. C'est celui de la marque employeur. Là, Émilie Martin, vous avez défini déjà un petit peu ce que c'est la marque employeur, c'est-à-dire c'est le fait de... Au fond, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le fait de se vendre le mieux possible? Oui, c'est ça. En fait, pour paraphraser la publicité d'un célèbre yaourt, c'est afficher à l'extérieur ce qui se fait à l'intérieur. Ouais. En fait, c'est ça. Donc, certes, c'est être un excellent communicant, beaucoup communiquer, mais comme on l'a dit, la marque employeur sert à attirer les candidats, mais aussi à fidéliser. Donc, il est fondamental de communiquer sur les pratiques qui se font réellement en entreprise. Sinon, on va avoir un taux de candidats qui intègrent une entreprise et qui vont partir très rapidement, en fait. Et donc là, ce sera un échec.
Donc c'est fondamental de développer des pratiques en interne et de les mettre en avant en communiquant à l'extérieur. Ça veut dire qu'il ne faut pas mentir non plus. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Il faut être authentique. Il ne faut pas vendre ce qu'on n'a pas. Quoi, tout à fait. Il faut incarner. Il faut incarner ce que l'on communique à l'extérieur. C'est la clé. Et vous avez des exemples, par exemple, d'entreprises comme ça, sur quel thème il faut communiquer et comment? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est... Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un prérequis, c'est obligatoire parce que 95% des candidats pour postuler vont se renseigner sur l'entreprise dans laquelle ils souhaitent postuler. Et donc, il faut trouver des formations qui soient accessibles. Donc, il faut un site qui soit facilement accessible, qui soit ergonomique. Il faut trouver beaucoup d'informations sur l'entreprise. Un site internet. Un site internet, tout à fait. Voilà. Avec idéalement ce qu'on appelle une page carrière, c'est-à-dire afficher les différents postes à pourvoir. D'accord. Et puis également communiquer sur les valeurs de l'entreprise, sur les pratiques de l'entreprise. Donc ça peut être sur le développement du parcours professionnel, ça peut être sur la formation, ça peut être sur la RSE, sur vraiment tous les sujets. Et surtout, la marque employeur n'est pas un sujet porté uniquement par les ressources humaines. C'est un vrai projet d'entreprise qui est soutenu par la direction. Et si je vous écoute bien, je me dis au fond, c'est pas forcément le salaire qui est l'essentiel. Alors, ça joue, forcément. Ça joue forcément, mais ce n'est pas l'unique. C'est pas l'unique critère. Voilà, évidemment, enfin, chacun sait où il va, comment il s'engage. Aujourd'hui, les candidats ont besoin de sens. Ils ont besoin de se sentir utiles. Ils ont besoin de se projeter. Donc il faut pouvoir leur offrir une vision, une visibilité sur le développement dans l'entreprise, sur comment ils peuvent contribuer dans l'entreprise. C'est fondamental. Est-ce que, je demande à tous là-dessus, justement, on a l'impression qu'il y a par rapport à... Alors, je ne parle pas de ma génération, mais même des générations plus jeunes, enfin, chez les nouveaux arrivants sur le marché du travail, il y a un rapport au travail qui est extrêmement différent de celui qu'on a pu avoir dans des générations plus âgées. Vous avez ce sentiment-là, non, ou pas? Oui, complètement. Oui, hein? Il y a une différence de génération, on le voit encore, parce qu'on a des salariés qui sont quinquas, d'autres qui arrivent sur le marché du travail, qui ont 25 ans, et ils n'ont pas du tout les mêmes demandes. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils sont en effet dans un rapport temps beaucoup plus rapide. Tout doit être plus rapide, en fait. On est dans un monde qui s'accélère, même là-dessus. Complètement. Mais ils ont vraiment besoin de sens. C'est eux qui demandent vraiment le plus de sens. Encore une fois, tous ces sujets d'écologie prennent de l'importance dans l'entreprise. Et puis, ils ont besoin, eux, de voir au niveau individuel qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer. Plus que ce qu'ils peuvent apporter. Je ne voudrais pas faire de généralité. Non. Mais c'est vrai que voilà, il faut un accomplissement personnel aussi dans le travail. Alors que voilà, oui, peut-être que pour les générations plus anciennes, c'était une nécessité, c'était comme ça, quoi. Oui, il y avait plus cette notion de devoir en fait, de devoir accompli. Aujourd'hui, non, c'est vraiment une quête de sens et un accomplissement, tout à fait. Pascal, vous conseillez des entreprises justement sur ces thèmes-là? Oui, exactement. Moi, j'accompagne de deux façons. La première, c'est que j'accompagne les dirigeants qui sont, pour la plupart, effectivement, des gens de ma génération, on va dire, qui n'ont pas eu cet accès, ou en tout cas, qu'on crée leur entreprise avec l'arrivée du digital, et qui doivent faire face à l'arrivée des nouveaux entrants qui sont nés avec. Alors, né avec ne veut pas dire maîtriser, encore une fois, je veux bien préciser ce terme-là. Et puis effectivement, je fais aussi des accompagnements, et notamment à HEC, qui est pas très loin d'ici, où je fais de l'accompagnement des premières années d'HEC sur la quête de sens, justement. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui sortent de classes préparatoires, pour la plupart, qui ont vécu et qui ont fait du bachotage pendant plusieurs années pour passer ce concours prestigieux, et qui arrivent en école et qui découvrent finalement le monde de l'école. Et moi, je leur apprends
à mieux se connaître pour être capable de savoir quel est le métier qu'ils veulent faire demain et comment ils veulent créer ce métier qui, à mon avis, n'existe pas forcément aujourd'hui. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Il y a aussi beaucoup de métiers qui vont apparaître qu'on ne connaît pas encore. Et c'est là où on va sur ces sujets de quête de sens, c'est-à-dire que je leur apprends à mieux se connaître eux-mêmes pour être capable demain, effectivement, de savoir quel métier ils ont envie de faire, quoi. Et cette quête de sens, effectivement, elle est primordiale. Enfin, je pense que aujourd'hui, de la même façon que les gens zappent sur leur téléphone pour regarder tout un tas de publicités ou de choses ou d'informations qui leur arrivent, le travail, c'est un petit peu pareil. Ils sont aussi capables de zapper, dans le sens, voilà, aujourd'hui, ça me plaît pas, je passe à autre chose, quoi. Voilà. C'est cette rapidité, cette envie d'aller très vite et de faire des choix pas forcément raisonné, encore une fois, je ne le dis pas, mais voilà, de zapper très vite. Ça, c'est quelque chose qui se voit souvent, et ça vient effectivement de cette envie de donner du sens à ce qu'on fait. Oui, mais Martin, de cette importance à la marque employeur, parce que oui, comme dit Pascal Govny, on peut changer de boulot, quoi, assez facilement. Hein. Aujourd'hui, d'abord, il y a moins de problèmes pour trouver des emplois déjà, et chez peut-être une nouvelle génération aussi, il y a le fait d'appartenir dans l'entreprise pendant très longtemps. Si on n'y trouve pas la satisfaction qu'on y cherchait, ça peut arriver, quoi, c'est ça, hein. Alors déjà, pour postuler, le candidat est un vrai consommateur. Il doit pouvoir postuler à une offre d'emploi aussi rapidement qu'il achète quelque chose sur Internet. C'est intéressant, ça. En un clic. En un clic, il doit pouvoir postuler. Donc ça, c'est la première chose. Et après, en effet, il faut vraiment faire très attention à l'intégration, à l'onboarding des salariés. Les 6 premiers mois sont fondamentaux pour les nouveaux embauchés. Pour l'intégration. Exactement. L'intégration avec les équipes, dans l'emploi, mais également dans l'univers de l'entreprise. Pour pouvoir s'inscrire dans la durée, étant donné qu'en effet, c'est vrai que les nouvelles générations vont être plus promptes à zapper si... Bon, je vais voir mon manager, là il y a quelque chose... Alors ça aussi, c'est aussi une spécificité des nouvelles générations, c'est qu'ils vont plus facilement communiquer ce qui ne leur convient pas. Leur mal-être va... Exactement. Voilà, pour dire les donc choses... le manager, il fait ou il ne fait pas. Alors qu'avant, voilà, les gens peut-être n'osaient pas. Enfin, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ils prenaient plus... Ça veut dire, en filigrane, c'est-à-dire que justement les ressources humaines prennent une importance primordiale. Parce que c'est ça, au fond, savoir si les gens sont bien dans leur travail. C'est réussir le mariage, en effet, avec les différentes... Intégrer, etc. Tout à fait, c'est ça. C'est soutenir énormément les managers dans leur quotidien. C'est aider l'entreprise, en effet, à se montrer sous son meilleur jour. Et puis, c'est un peu comme l'huile dans le moteur pour fluidifier les relations dans l'entreprise. C'est un facilitateur. Les ressources humaines sont des facilitateurs. J'avais lu, alors je ne sais pas si l'enquête est vraie ou pas, mais que le burn-out est très fréquent chez les RH. Enfin, oui. Et c'est vrai? Alors, en effet, on a eu... des chiffres, mais même, je ne les ai plus en tête, mais c'était assez... inquiétant même, enfin, oui, c'est étonnant. Oui, c'est aux alentours de 70%. Voilà, 70%, c'est ça. De RH, ouais. Je pense que la crise du Covid a été très compliquée. Bien sûr. Les directions, les salariés se sont vraiment reposés sur les ressources humaines pour traverser cette crise qui était unique. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a la fatigue accumulée. Et puis, c'est vrai que les ressources humaines... les personnes qui se dirigent vers les ressources humaines sont des personnes qui sont tournées vers l'humain. Bien sûr. Il faut à la fois satisfaire l'entreprise, la direction et les salariés. Oui, on est pris Donc un on peu est pris en étau. On est pris en étau et il peut y avoir en effet cette difficulté d'avoir de l'impact, de montrer son impact dans l'entreprise en effet. Par rapport aux autres fonctions opérationnelles de l'entreprise. Mais justement, ce sort de mal-être, enfin de difficulté, parce qu'on pourrait penser comme ça, a priori, quand on doit licencier des gens, on comprend, enfin, mais ça n'est pas
que dans cette sphère-là Non, c'est au quotidien, parce que quand vous avez pour mission d'accompagner d'accompagner la transformation d'une organisation, il y a différents intérêts qui rentrent en conflit, et donc c'est compliqué, ça peut être difficile de trouver la cohérence et d'harmoniser en fait tous ces éléments conflictuels en fait. Et puis surtout, les ressources humaines sont là pour tous les salariés. Oui, absolument. Voilà. Et donc, ils portent aussi tous les soucis, on va dire, des salariés. C'est le rôle. Donc après, c'est qui s'occupe des RH. Donc c'est pour ça que l'association des ressources humaines, la NDRH, a cet objet, c'est de lutter contre la solitude des RH, absolument, de partager sur les bonnes pratiques et s'entraider. Et ça, c'est fondamental. Vous avez beaucoup, Anne Soyer, de témoignages comme ça de RH au sein de l'association, enfin, sur parfois les difficultés de leur tâche, quoi. Alors, en fait, effectivement, on a ils ont... Même si dans l'association, ils sont tous heureux, mais... Évidemment. Évidemment. Non, mais c'est vrai ils ont vraiment une volonté en fait, effectivement, de rompre ce sentiment d'isolement. Et c'est vrai qu'en venant partager sur leurs pratiques, sur leur quotidien, c'est vrai que l'association répond vraiment à ces demandes. Oui. Oui, de plus en plus, oui. Comme disait Émilie, en effet, le fait de pouvoir parler, de savoir que d'autres sont dans la même situation que vous, ça, évidemment, ça aide. De plus en plus, oui. C'est important d'échanger entre pairs sur ces problématiques du quotidien, oui. Et Camille-Antoine Nozel, en droit du travail, vous avez, peut-être au prud'homme, etc., beaucoup de RH. De RH, alors non, fort heureusement, parce que moi, c'est plutôt les gens à qui je travaille au quotidien. En revanche, non, mais ils demandent beaucoup de conseils là-dessus. Oui, alors ils demandent beaucoup de conseils parce que les RH aujourd'hui, comme le disait Émilie, c'est un peu la zone tampon entre la direction et les salariés. Donc, comme vous le disiez, ils sont pris en étau entre les deux. Ils doivent satisfaire l'intérêt de l'entreprise et l'intérêt des salariés, et puis tout en gérant effectivement leurs obligations et leurs contraintes, qu'elles soient juridiques, réglementaires ou même politiques parfois. Nous, on le voit en tant qu'avocat de toute façon, puisque souvent on dit que les avocats sont stressés, mais en fait, le rôle de l'avocat aussi, c'est d'absorber un peu le stress de son client. C'est-à-dire de dire à son client, alors moi en l'occurrence, mes clients, ce sont des DRH, des RRH, et de leur dire, bon voilà, je vais travailler avec vous, main dans la main, et puis on va essayer de gérer une situation ensemble. Et donc nous, on a aussi comme rôle de catalyser un peu cette pression et de la prendre pour nous aussi. Voilà. Après, les DRH ne sont pas des gens qui sont des gens... ce sont des gens qui ont un peu l'entreprise chevillée au corps, donc on ne les voit pas très souvent au prud'homme. C'est des gens qui sont plutôt... qui ont cette finesse parfois de se dire... parfois d'éviter ça. Exactement. Donc même eux n'ont pas ce réflexe pour eux de finir au prud'homme. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement... il y a une grosse pression et la crise Covid a beaucoup impacté les RH, puisqu'effectivement, moi j'en ai vu beaucoup qui d'ailleurs ont changé de métier. J'en ai connu quelques-uns qui m'ont dit moi j'arrête parce que c'est trop compliqué. Cette période Covid a été très complexe à gérer. Il y a eu beaucoup de sujets, notamment avec l'activité partielle. Je ne sais pas si vous savez, le chômage partiel, qui a été un vrai sujet très compliqué, que ce soit en RH ou en paye. Et donc c'est vrai que ça a un peu accéléré parfois le mal-être de certains RH. Après, moi, fort heureusement, je ne suis pas encore le psychologue des RH. Mais voilà, en tout cas, effectivement, je constate, moi, dans mon métier, qu'ils ont leur pression et que j'essaye, moi, de la prendre un peu avec eux. Et Pascal Avouti, vous parliez des nouveaux salariés, des entrants, des élèves d'HEC, mais il y a aussi des entreprises que vous conseillez. Et justement, la question des RH, c'est une question qui revient souvent. Alors, ce qui revient souvent, en fonction de la taille des entreprises que je conseille, justement, c'est assez paradoxal, c'est que c'est souvent une fonction qui est négligée. Dans le sens où elle arrive très tard dans la constitution même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise va attendre d'atteindre 20, 30, 40 salariés avant de se préoccuper de la fonction RH. Le dirigeant se sentant légitime, on va dire, pour le faire. Et ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est souvent malheureusement pas le cas. Et c'est donc c'est ce qui explique aussi que les petites entreprises ou même les startups ont un turnover dans les employés qui est énorme parce qu'ils se préoccupent plus du métier et des affaires de l'entreprise que des salariés, et donc la contrepartie c'est que les salariés viennent, et comme ils ont l'habitude de zapper, maintenant voilà, c'est devenu juste un moment de passage, quoi. Et les dirigeants de plus en plus aujourd'hui se tournent, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on abordera, mais se tournent vers des DRH partagés,
parce qu'effectivement, engager un DRH, c'est quelque part un coût, parce que c'est pas quelqu'un qui produit pour l'entreprise, donc ça devient un coût. Et ce coût, aujourd'hui, pour les petites entreprises qui voient la nécessité d'avoir des RH, disent je vais faire du RH partagé, donc je vais m'adresser à des bureaux qui font du RH pour X entreprises, et qui vont m'aider pour gérer mes salariés, pour gérer mes fiches de paie, pour gérer mes contrats, etc., etc. Et ça, c'est ce que je vois régulièrement dans les petites entreprises que j'accompagne. Après, dans les grandes entreprises que j'accompagne, la fonction RH, je pense qu'elle est intégrée maintenant dans les entreprises globalement. Enfin, c'est devenu quelque chose qui vous diriez, fait sens. D'une façon générale, à partir de combien de salariés il vaut mieux, alors même si c'est un RH partagé, il vaut mieux faire appel à... Alors je dirais, j'ai pas de chiffre et puis je me vois mal prononcer un chiffre, mais ce que je vois des dirigeants que j'accompagne, on va dire jusqu'à 10-15 salariés, on est sur du RH partagé. Au-delà, quand on commence à atteindre les 20-50 salariés, on commence à avoir des RH qui sont, des RH qui sont vraiment installés dans l'entreprise. Voilà. Et au-delà, effectivement, là, on a des services RH qui s'installent avec effectivement plusieurs personnes qui ont des fonctions bien particulières dans l'entreprise, formation, recrutement, etc. Là, on commence à effectivement siloter, on va dire, la fonction RH. Émilie Martin, ça revient, ce que dit Pascal, c'est vrai que justement dans cette marque employeur, le rôle des RH est essentiel justement. Parce que c'est l'accompagnement, c'est le... Mais c'est ça, parce que... là, on ne pourrait pas faire sans RH presque sur ce sujet-là. C'est un coordinateur. Voilà. Il met en musique finalement toutes les bonnes pratiques de l'entreprise et en effet il est le premier concerné parce que il est chargé de recruter. Donc le RH a conscience en effet de l'importance de cette marque employeur, mais qui joue aussi vis-à-vis des clients. Oui, bien sûr. C'est une question de notoriété. Il y a les salariés, il y a les clients extérieurs aussi, bien sûr. Voire même les fournisseurs aussi dans les différents partenariats. Donc finalement, c'est tout l'écosystème économique qui est impacté par la réputation. C'est quand on entend les chefs d'entreprise, notamment de nouvelles entreprises, c'est vrai que l'un de leurs problèmes, c'est comment se faire connaître et sur quel point il faut insister, quelle est la spécificité, quelle est l'identité des entreprises. C'est ça aussi la marque employeur, c'est ça. Oui, complètement. Alors il est clair que certaines entreprises bénéficient déjà d'une notoriété internationale. Oui, bien sûr. Oui. Donc ça aide. Je ne parle pas mais quand on se lance sur le marché d'une entreprise... Quand on se lance, il est clair que, comme on disait tout à l'heure, il faut vraiment développer les réseaux sociaux. Oui. Lesquels LinkedIn LinkedIn, c'est vraiment le numéro. Tout à fait. Après, tout dépend si on est B2B, si on est B2C, à quelle cible on s'adresse. Oui. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux, mais vous avez aussi donc, le site Internet, ça c'est un impondérable. Et puis après, il y a tous les réseaux professionnels. Qui est important pour développer les bonnes pratiques, pour se faire connaître au niveau local. Il faut vraiment les forums, les salons qui sont organisés, voilà. Et il faut savoir ce que disent les spécialistes des réseaux sociaux, raconter une histoire aussi, s'impliquer dans cette communication nouvelle, quoi. Oui, tout à fait. Il faut vraiment réfléchir. On est vraiment dans une stratégie de social media, c'est-à-dire quel discours on veut tenir, quelle histoire on veut raconter en fait à notre cible. Voilà. Tout à fait. Quelle histoire on est le tenant, Anne Souillard, justement, on parlera de formation tout à l'heure, mais c'est vrai que la formation aux réseaux sociaux pour les RH, c'est très important aujourd'hui. C'est également incontournable. Voilà, c'est incontournable. Oui, complètement. Et je reviens à ce que disait Pascal, parce que vous avez une société qui fait des RH pour plusieurs entreprises, c'est ça? Oui, exactement. Vous conseillez plutôt des PME, des petites moyennes entreprises, ou il y a aussi des grandes entreprises qui n'ont pas de DRH dédiés? Non, c'est... alors en fait, effectivement, on travaille avec des PME et des ETI, principalement. C'est ça. Ouais. Et à partir de combien de salariés À partir de 25 personnes à peu près. Combien vous dites? À partir de 20-25 personnes. 25 personnes, c'est nécessaire, quoi. Oui, oui. Même avant, un petit peu, oui, c'est incontournable, complètement, Et sinon, oui, c'est ça. Sinon, pour tous les problèmes qu'on va
qu'on va aborder. C'est vrai que c'est compliqué à régler. Et puis pour la gestion en effet humaine. L'objectif aussi de croissance de l'entreprise. Donc effectivement, on accompagne, un DRH à temps partagé est présent, par exemple, à partir de 10 salariés. Si l'entreprise, par exemple, souhaite croître et souhaite atteindre, par exemple, un effectif de 50, voire 100 dans les 2 ans, 3 ans à venir, là, effectivement, le DRH, déjà, le RH interne, le RH à temps partagé, déjà, à l'origine, va travailler, il va accompagner le dirigeant sur cette stratégie-là pour atteindre ces effectifs par le recrutement, comme on fidélisait après en interne, comment développer la formation, etc. Plein de leviers à mettre, effectivement. Alors, on va peut-être passer à un autre thème important avec vous, Camille Antoine Donzel. C'est justement la responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Alors, RSE, développement durable et ressources humaines. Voilà, c'était le thème, je crois, des tables rondes. Alors, oui, je vous repose la question que je vous ai un peu posée tout à l'heure, mais c'est bien d'y revenir. En quoi c'est important D'abord, qu'est-ce que c'est ce qu'il la RSE? C'est que la RSE, et c'est un peu comme tous les thèmes dont on parle aujourd'hui, c'est un thème qui n'est pas un thème uniquement RH, c'est un thème d'entreprise auquel le RH devient partie prenante. Et d'ailleurs, vous regardez aujourd'hui, la plupart des RH s'appellent business partner, parce qu'en fait, le RH participe du business de l'entreprise, et le business de l'entreprise passe notamment par la RSE. Alors la RSE, c'est un thème qui est assez vaste, et ce serait compliqué de le définir en une phrase, voire un mot, mais c'est finalement, c'est effectivement l'environnement, c'est un peu communément, c'est ce qu'on entend, développement durable et environnement. Sur ces sujets-là, donc vous avez toute une politique d'entreprise qui va se mettre en œuvre alors par différents biais. Moi, de ce que j'en vois, par exemple, sur le juridique, vous avez des aspects sur le développement et l'environnement qui vont prendre la forme, par exemple, dans le cadre du dialogue social, avec les représentants du personnel. Aujourd'hui, vous avez dans les entreprises ce qu'on appelle la BDSE, qui est la base de données économiques et sociales, et qui est devenue la base de données économiques et sociales et environnementales. Et donc aujourd'hui, l'entreprise doit communiquer auprès de ses représentants du personnel, donc les CSE, sur les données environnementales de l'entreprise. Ça, c'est un sujet qui a été intégré par la loi climat et qui aujourd'hui fait un pas en avant sur le juridique, sur l'intégration de l'environnement dans le dialogue social. Vous avez également aussi cette même loi qui a imposé aux entreprises, notamment dans le cadre des réorganisations, de consulter le CSE sur les conséquences environnementales des projets. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple, vous prenez un site industriel que vous déplacez d'une zone A à une zone B, il faut que vous indiquiez, au-delà des aspects de ressources humaines de l'entreprise, l'impact environnemental du projet au CSE. Donc il faut les consulter, donc prendre leur avis là-dessus. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, la RSE, c'est un peu plus large que l'environnement. C'est également, on peut dire, la qualité de vie au travail ou la qualité de vie des conditions de travail. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des sujets qui sont prégnants en entreprise, qui sont des sujets de harcèlement moral ou sexuel, mais très souvent moral. Et ça, c'est des sujets qui doivent être appréhendés par les entreprises dans le cadre de la RSE, puisqu'effectivement, vous avez l'obligation en tant qu'employeur d'assurer la sécurité de vos salariés. Et cette sécurité, elle passe notamment par le bien-être, et le bien-être, bien évidemment, suppose de ne pas être harcelé quotidiennement au travail. Donc, vous avez ces sujets-là. Vous avez, par exemple, ça peut prendre la forme aujourd'hui de dispositifs d'alerte professionnelle qui permettent aux salariés de signaler à la direction des sujets de harcèlement, avec des enquêtes derrière qui vont être mises en place dans l'entreprise, avec ou sans les représentants du personnel, mais très souvent avec. D'ailleurs, vous avez aujourd'hui dans les CSE ce qu'on appelle des référents harcèlement dans les entreprises d'une certaine taille, qui permettent aux salariés, effectivement, et aux directeurs... C'est un problème assez récurrent. C'est un problème qui est de plus en plus récurrent. Alors, qui est récurrent de par le fait que ça arrive et que voilà, les relations de travail sont parfois un peu tendues, dans des contextes un peu tendus. Le harcèlement, alors après le harcèlement est toujours aussi parfois une question de ressenti, mais il n'empêche qu'il faut quand même un peu dérouler le fil et voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'on est sur un management qui est un management un peu autoritaire ou un véritable harcèlement? Et puis derrière, vous avez ces sujets quand même qui deviennent de plus en plus prégnants pour des raisons aussi, alors peut-être un peu plus financière, parce qu'aujourd'hui, vous avez dans les licenciements des barèmes d'indemnisation qui ne sont pas applicables dès lors que vous démontrez avoir été harcelé. Donc vous avez aussi ce sujet qui vient nourrir malheureusement aussi un harcèlement parfois. Voilà. Et vous avez aussi des sujets après qui sont un peu plus heureux quand même. Moi, j'ai l'exemple d'une entreprise, un grand groupe international, qui avait travaillé sur la mise en place d'un dispositif de mutuelle et de prévoyance pour l'entièreté de ses effectifs, c'est-à-dire dans le monde entier. Vous avez 10 000 salariés qui avaient été couverts en frais de santé, en mutuelle et en prévoyance. Alors, ce qui était en France
assez commun, mais dans des pays beaucoup moins bien disants en termes sociaux, c'était une vraie révolution. Oui. Et donc ça avait été finalement un dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la RSE de l'entreprise. Ouais. Et toutes les entreprises sont concernées ? On parlait tout à l'heure de petites, moyennes entreprises. Alors, très concrètement, toutes les entreprises peuvent être concernées. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les grandes entreprises ne peuvent pas ne pas se saisir du sujet. Les grandes entreprises, c'est évident. Les plus petites, et d'ailleurs, ça participe, je pense, de la marque employeur, c'est de dire, on affiche, nous, entreprises, une politique de RSE, une politique qui soit une politique dynamique de RSE, et qui permet d'ailleurs, alors effectivement, d'attirer des talents et d'attirer des jeunes qui veulent du sens dans le monde du travail, également de fidéliser les gens. Donc oui, les entreprises sont toutes concernées. Maintenant, peut-être toutes ne vont pas s'en saisir immédiatement, puisque ça peut être aussi la RSE, au début en tout cas, des coûts pour une entreprise. Mettre en place une politique de RSE, ça peut être des coûts, et en fonction de la taille de l'entreprise et de ses moyens, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Mais en tout cas, c'est un sujet qui, théoriquement, concerne toutes les entreprises et toutes les organisations. Pascal Agostini, là aussi, en tant que conseiller d'entreprise, c'est un sujet qui revient... C'est exactement ce que je vois, mais effectivement, dans une moindre mesure, en fonction de la taille de l'entreprise. Encore une fois, il y a les grandes entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de le faire, parce qu'en plus, elles sont visibles, on va dire, quelque part. Et puis, il y a les petites entreprises qui le font, mais elles le font plus, effectivement, pour attirer, justement, des talents et des gens qu'elles ne trouvent pas sur le marché assez facilement. Et donc, effectivement, elles mettent en avant un certain nombre de choses. Alors, moi, ce que je vois essentiellement, c'est autour essentiellement de l'environnement, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui est très d'actualité. Et donc, c'est sur ce sujet de l'environnement, du bien-être au travail que les petites entreprises travaillent. Voilà. C'est ça, mais effectivement, on ne l'affiche pas aussi bien que peuvent le faire des grosses entreprises. Voilà. Donc, par contre, là où je le vois, c'est sur l'accompagnement. C'est vrai que l'accompagnement au RSE, c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait dans les toutes petites entreprises. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est quelqu'un qui se saisit du sujet dans l'entreprise et qui essaye de faire en sorte que ce sujet mûrisse au sein de l'entreprise, mais c'est pas forcément facile. Voilà. Puisqu'il y a d'autres impératifs. Quand on est une petite entreprise, on a des impératifs qui sont beaucoup plus économiques que RSE, effectivement. Bien sûr. Et justement, est-ce que c'est, d'une façon générale, c'est considéré comme une chance ou comme une contrainte Ça dépend des... C'est que j'allais dire, très bonne question. Très bonne question. Ça dépend. Oui, ça dépend. Je dirais que ça dépend de la sensibilité des dirigeants, encore une fois. Il ne faut pas oublier que, quelle que soit la taille de l'entreprise, celui qui est le responsable de l'entreprise, ça reste le dirigeant de l'entreprise. Enfin, le ou les dirigeants de l'entreprise. Finalement, c'est eux qui insufflent ou pas la volonté de s'inscrire dans une démarche RSE plus ou moins forte, plus ou moins visible. Et voilà, il n'y a pas de bonne réponse finalement à cette question-là. Ça ne dépend que des dirigeants et de leur volonté. Voilà. C'est-à-dire, ce que vous montriez d'ailleurs très bien, c'est qu'au fond, la définition de la RSE, c'est très vaste. Ça peut aller en effet des préoccupations environnementales de l'entreprise jusqu'au bien-être des salariés. Et c'est très vaste et surtout, alors c'est assez complexe à gérer puisque Est-ce que c'est pas trop vaste justement alors on ferait pas mieux de je sais pas. Alors je prendrai pas la responsabilité de dire que c'est trop vaste parce qu'on va me dire que je suis pas RSE. Non, mais toujours est-il que. Non, mais dans la pratique vous en avez. Ça peut passer par beaucoup de choses. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça peut permettre à des entreprises, en fonction des moyens qu'ils peuvent allouer à ça, de prendre des mesures qui sont des mesures qui participent de la RSE sans pour autant, en tout cas en pouvant le faire avec leurs moyens. Après, le sujet de la RSE, ce qui est toujours assez compliqué, c'est que vous êtes un peu sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'à la fois c'est une politique que vous allez essayer d'avoir assez dynamique dans l'entreprise, et de l'autre, vous savez, il y a tous ces sujets de greenwashing, on va vous dire, mais finalement c'est de la RSE d'affichage, mais derrière vous faites rien. Donc c'est toujours ce sujet-là aussi, il faut communiquer, donc on en revient peut-être à la marque employeur et tout ça, mais derrière, il faut que les gens voient des choses concrètes. Il faut que ce soit concret, parce que c'est pas concret, on va dire, vous avez fait un super site internet, un super compte LinkedIn avec de la RSE, mais derrière, il n'y a rien qui a été mis en place. Donc, voilà, Émilie, c'est vrai, hein, que c'est la marque employeur et la RSE. Encore une fois, il faut incarner le discours. Oui, c'est ça. Et c'est puisque vous parliez justement des nouveaux salariés, enfin des gens qui arrivent dans les entreprises, c'est quelque chose qui tient probablement à cœur, non, de plus en plus. Des gens qui veulent entrer. De plus en plus, et d'ailleurs on voit dans les nouvelles générations des nouveaux entrepreneurs qui se lancent de plus en plus dans les entreprises à mission, donc qui dépassent même le stade de la RSE et qui intègrent dans leur statut vraiment la mission de leur entreprise. Au niveau humain, sociétal, environnemental, et ça se développe de plus en plus. Ça se développe de plus en plus. Anne, sur ce sujet, sur le sujet de la RSE, justement, en tant que conseillère d'entreprise,
C'est un sujet qui revient justement sur on parlait des petites et moyennes entreprises, c'est intéressant là-dessus. Ça rentre effectivement dans la marque, dans les actions d'une marque employeur. Donc en fait, c'est d'accompagner les dirigeants sur, par exemple, comment mettre en place des actions concrètes en termes de RSE. Leur dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Et surtout de mettre en place des actions concrètes. Qu'est-ce que la RSE et en quoi ça consiste et comment je peux la développer dans mon entreprise, oui. C'est ça, parce que a priori, enfin, ça concerne des entreprises qui ont des activités extrêmement différentes au fond, hein, et comme vous le disiez, puisque après tout le domaine est très vaste, donc on peut toujours trouver un fil à tirer, quoi. Ouais. Mais c'est important. Et ce que vous disiez, enfin, c'est essentiel, c'est aussi important pour les nouveaux arrivants, et voilà. Hein, ça fait et partie. Même ceux qui sont là depuis longtemps. Et même non, bien sûr, non. Mais, pour être bien. Mais là aussi, il y a peut-être. Non, mais je voulais dire par là, il y a peut-être aussi un petit gap générationnel, non? Disons que les mentalités ont évolué. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus remarqué chez les nouvelles générations parce que, comme on l'a dit, ils sont plus spontanés et ils communiquent beaucoup plus leurs attentes. Mais même les générations plus anciennes sont de plus en plus sensibles à tous ces sujets-là. Alors, on va parler d'un autre sujet mais qui peut être étonnant, comme ça, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. C'est notre troisième thème. Pascal Govny, alors, c'est vrai que on peut être étonné par ce mélange entre justement ce qui est des moteurs de recherche et puis ce qui est une matière très humaine. Mais au fond, l'arrivée des outils informatiques, elle est relativement ancienne. Oui, elle est très très ancienne même, puisqu'on parlait déjà d'intelligence artificielle dans les années 30-40, avec ce que je l'évoque assez souvent, c'est le fameux test de Turing, qui est un test qui a été inventé dans les années 40-50, qui était justement, l'idée c'était de dire qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, et le test de Turing, c'est si jamais je ne suis pas capable sur un test de différencier si c'est un humain ou une machine qui me répond, je suis face à une intelligence artificielle. C'est ça la définition, on va dire, de base de l'intelligence artificielle. Et on peut toujours la garder aujourd'hui ou cette définition? Moi j'ai tendance à penser que oui. Après ça c'est mon avis personnel, je pense que oui, parce qu'effectivement, même si aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle sur de la production d'images, sur de la production de texte, etc. Après, il suffit de s'y pencher un petit peu et on arrive à détecter un certain nombre de choses qui laissent à penser que ça peut pas être un être humain qui a écrit ça ou c'est pas un être humain qui a produit cette image, etc. Il y a des signaux quand même qu'on découvre assez facilement. C'est vrai qu'on reconnaît assez vite le style de ChatGPT par exemple. Peut-être, je sais pas. Non, oui, non, mais quand on est habitué, quand on travaille dedans. Moi, c'est assez facile de mon côté parce que je travaille avec assez régulièrement, donc je détecte un certain nombre de signaux qui me laissent à penser que c'est un texte ou c'est une image qui a été produite par une IA. Maintenant, c'est vrai que on va dire le commun des mortels, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est très vite pris par ce qu'on disait tout à l'heure, par l'affluence de l'information, l'affluence des images, etc. Et on se rend pas forcément compte à un moment donné que cette image c'est pas une véritable photo, que ce texte c'est pas un véritable texte qui a été écrit à la main par quelqu'un. Enfin voilà, c'est. Mais il faut encore une fois, il faut être dedans. On voit bien maintenant avec des imitations de voix, des choses comme ça. Voilà, on voit tout un tas de choses aujourd'hui, ce qu'on appelle les deepfakes. Les deepfakes aujourd'hui, c'est de l'image, c'est de la voix et donc du texte. Voilà, c'est l'ensemble des terroirs technologiques qui font que, on arrive sur des choses qui aujourd'hui sont assez difficilement décelables. Voilà. Donc, c'est pas si nouveau que ça. Non, alors c'est pas si nouveau que ça, et ça a évolué forcément au cours du temps. Ce qui aujourd'hui fait que l'intelligence artificielle reprend un petit peu dans l'actualité, c'est surtout qu'aujourd'hui on produit énormément de données, et l'intelligence artificielle ne vit que si la donnée existe. C'est-à-dire que c'est sur la base de données qu'on sélectionne, qu'on va être capable de faire tourner un certain nombre de moteurs ou d'intelligence pour produire un résultat. Donc si vous n'avez pas de données... s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a du mal à avoir d'intelligence artificielle, ou alors elle est très très limitée. Donc c'est pour ça que jusqu'à, on va dire, les années 2000, où on produisait pas énormément de données, c'était quelque chose qui n'était pas très très évolué dans les systèmes d'information des entreprises. Depuis les années, on va dire 2010, on commence à avoir une résurgence de cette intelligence artificielle dans un certain nombre de fonctions. Et maintenant, effectivement, au niveau des RH, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut automatiser, qu'on peut accélérer pour faciliter le travail des RH. Et ce que je dis souvent, c'est que même si on fait appel à l'intelligence artificielle,
moi je pense que ça humanise encore plus la RH aujourd'hui parce que ça les libère d'un certain nombre de fonctions qui étaient répétitives et qui n'avaient pas beaucoup de valeur ajoutée et qui aujourd'hui leur permettent de se concentrer sur l'humain, ce qu'ils faisaient peut-être un petit peu moins dans les grosses entreprises notamment où vous devez brasser tout un tas de personnel. Ça commence avec le recrutement, la sélection des dossiers par exemple. Alors ça commence effectivement dès le départ, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure par Émilie. Il y a encore quelques années on parlait beaucoup du parcours employé parce qu'on s'intéressait à la vie de l'employé dans l'entreprise, donc comment je l'accompagne depuis son entrée jusqu'à le retenir déjà pendant un certain nombre d'années et donc le former, donc l'amener à rester le plus longtemps possible. Aujourd'hui on parle beaucoup du parcours candidat, et le parcours candidat c'est offrir à un moment donné une expérience au candidat qui va être la plus sympathique possible pour donner une bonne image de l'entreprise. Et c'est là où effectivement intervient l'intelligence artificielle, c'est que si je donne une bonne image, forcément je vais attirer beaucoup de gens et donc il va falloir que je sois capable de traiter rapidement ces dossiers-là pour pouvoir répondre aussi très rapidement, parce qu'encore une fois on est sur l'instantané. C'est-à-dire que si je postule à une offre aujourd'hui, si je suis une très grande entreprise et que je reçois 1000 ou 2000 candidatures par jour, j'ai 3-4 jours pour répondre, sinon le candidat va zapper. Donc traiter 3-4 000 dossiers par jour, il va falloir à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui m'aide. Oui, c'est voilà, si j'en ai 15 sélectionnés, c'est quand même plus exactement, donc je vais avoir besoin de quelque chose qui m'aide, et là c'est là où je vais mettre en place effectivement un certain nombre de règles qui vont m'aider à sélectionner les bons dossiers pour que ça matche avec les profils qui sont attendus dans l'entreprise, que ça corresponde à des attentes que j'ai. Ça n'évitera pas, l'intelligence artificielle encore une fois, ça n'évitera pas le contact physique, qui est qu'à un moment donné, une fois que j'ai sélectionné le candidat, je vais le recevoir pour savoir effectivement qui est cette personne que j'ai en face de moi. Alors, il y a le recrutement, il y a l'accueil dans l'entreprise, évidemment. Là aussi, ça peut aider. Exactement, sur l'accueil dans l'entreprise, parce que ce que je parlais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on a passé le cap du parcours candidat, on va passer dans le parcours employé, et là l'idée c'est aussi d'offrir un certain nombre de services à mon employé et donc de faciliter son intégration dans l'entreprise. C'est-à-dire, pour prendre des exemples assez simples, automatiser la création des badges, l'obtention des ordinateurs, les accès aux différents services dont j'ai besoin, les accès au répertoire de partage d'informations dont j'ai besoin dans l'entreprise. Tous les trucs qui ne sont pas les plus passionnants. Alors, voilà, tous les trucs qui ne sont pas forcément les plus passionnants dans l'entreprise, mais qui doivent être faits et que je vais pouvoir effectivement automatiser, et sur la base des profils que je recrute, faire rentrer des gens, alors je suis d'utiliser ce terme-là, mais de faire rentrer des gens dans des cases pour à un moment donné leur dire cette personne-là, je vais lui accorder toutes ces choses-là dans l'entreprise au démarrage de l'entreprise. Voilà. Et ça, effectivement, l'intelligence artificielle peut aider à faire cette présélection. La formation ? La formation, parce que sur la base effectivement du parcours de mon candidat, donc je l'ai recruté pour un certain profil, mais effectivement je vais devoir l'accompagner par la suite, l'amener à évoluer au sein de l'entreprise, donc je vais devoir détecter sur la base de son parcours et des retours et des échanges qu'il a avec son manager notamment, quelles sont les formations que je vais pouvoir lui donner pour soit augmenter ses compétences, soit l'orienter vers peut-être autre chose, parce que je me rends compte que au cours de son parcours, cette personne aspire à d'autres choses dans l'entreprise et que je vais lui trouver le meilleur parcours en entreprise de formation. Voilà. Alors, donc on voit bien, au fond, c'est un gain de temps c'est une libération essentiel. De temps, c'est une libération de temps pour les gens aujourd'hui. Pour les tâches essentielles, au fond. Exactement. Mais alors, ce que vous disiez, parce qu'il y a toujours un petit mais, évidemment, là-dedans, c'est en effet, il faut des données. Oui. Et donc, il faut protéger aussi ces données. Alors c'est ça, il y a plusieurs éléments. D'ailleurs, c'est l'objet des discussions qu'on a en ce moment au niveau de l'Europe. Il y a tout un tas de règlements qui se mettent en place. Le plus connu, on va dire, de tout le monde, c'est le fameux RGPD, donc le règlement de protection des données, qui est lui supervisé par la CNIL, et qui là effectivement nous oblige à protéger les données qu'on a en entreprise. C'est la protection des données personnelles en entreprise, mais aussi ailleurs, c'est pas que l'entreprise. Et puis après vous avez la sécurisation des données, qui est qu'une fois que j'ai mis en place un certain nombre de règles, je vais les sécuriser, puisque qui dit données digitales dit potentiellement diffusion un peu partout. Et donc je dois effectivement les sécuriser, ces informations-là, dans l'entreprise. Et là il y a un autre aspect, c'est un autre organisme, on va dire, qui gère ça, c'est l'ANSSI. Donc c'est l'organisme d'État qui vérifie le contrôle et la sécurisation de ces données. Et puis derrière, après, vous avez tout un tas d'autres articles au niveau européen qui viennent un peu complexifier tout ça.
Donc vous avez notamment les lois NIS 1 et NIS 2 qui essayent de réguler la protection et la sécurisation des données au sein de la communauté européenne, donc avec des entreprises qui sont plus ou moins ciblées en fonction de leur secteur d'activité. Et puis en France, actuellement, est discutée à l'Assemblée une loi qui s'appelle SREN, sur lequel effectivement il y a des retocages réguliers parce que l'Europe n'est pas forcément d'accord avec la France sur un certain nombre de dispositifs et de directives. Et voilà, ça crée beaucoup de bruit autour de cette protection des données parce que je pense effectivement personnellement que c'est un véritable enjeu que la protection et la sécurisation des données entreprises. Mais en Europe, on a culturellement des pays qui n'ont pas la même vision de la protection de la donnée personnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle? Comment je la protège? Jusqu'où je la protège? Voilà, tout le monde a des divergences là-dessus. C'est vrai que unifier ça au niveau de l'Europe, c'est très compliqué et ça a forcément des répercussions au niveau national en France. Voilà. D'une façon générale, vous diriez, voilà, l'intelligence artificielle, c'est une aide très forte hein, dans les RH. Oui, la barrière, c'est ça, c'est la protection des données. Enfin, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, une fois que j'ai récolté de la donnée, c'est qu'est-ce que j'en fais de cette donnée, c'est-à-dire comment je la sécurise, comment je la protège et comment. Alors, j'ai des données, on va dire générales, sensibles, qui sont plutôt liées aux personnes qui sont dans mon entreprise, par exemple. Et puis après, j'ai des données plutôt métiers que je dois aussi protéger parce que on n'est pas à l'abri, aujourd'hui de la concurrence ou de la compétition qui chercherait à récolter des données de chez moi. Donc la protection des données, c'est un véritable sujet et ça l'est d'autant plus effectivement qu'aujourd'hui, ces fameux moteurs d'intelligence artificielle doivent brasser toutes ces données, sont souvent pas hébergés dans l'entreprise, mais sont hébergés chez des fournisseurs de services d'intelligence artificielle. Et ça veut dire que je dois à un moment donné transposer mes données à l'extérieur de mon entreprise. Et c'est là que se pose le cas de à qui je les partage, comment je les partage. Qu'est-ce que je fais des résultats qui sont trouvés? Est-ce que je les partage? Est-ce que je les conserve? Comment l'entreprise qui a développé ces intelligences artificielles m'assure que ces données ne sont pas diffusées à l'extérieur et que les résultats ne sont diffusés qu'au sein de l'entreprise? C'est un véritable enjeu pour toutes les entreprises aujourd'hui. Et Anne-Soyer, évidemment, ça demande une formation nouvelle pour les RH notamment. Oui, sur tous les sous-domaines de la fonction. Par exemple, on parlait de recrutement tout à l'heure. Donc, effectivement, on va faire appel, par exemple, à un ATS pour gérer les candidatures. Donc là, c'est effectivement d'être beaucoup plus agile sur les nouvelles technologies dédiées aux ressources humaines. On peut parler aussi, par exemple, du socle, l'administratif. On parle de la paye. Voilà, donc c'est pareil aussi, le SIRH. Oui, sur la paye, ça peut aider beaucoup. Voilà, effectivement, on parle de paye en mode SaaS, par exemple. Par rapport au SIRH, c'est vrai qu'effectivement, ça devient même une fonction indispensable pour des grands groupes. Donc on parle de SIRH Manager, par exemple. Donc là, c'est vraiment une fonction clé au sein de l'entreprise pour pouvoir, on va dire, aider le DRH dans sa fonction au quotidien. Et il y a des organismes de formation, il y a des... Vous-même, à l'association, vous aidez les DRH à trouver des... Oui, effectivement, il y a des formations dans ce domaine. Les entreprises aussi, je pense le font. Mais... Oui. Mais c'est vrai que c'est tellement un métier. Enfin, je veux dire, le domaine est tellement en évolution que ça évolue sans arrêt. Voilà, et ça évolue de plus en plus vite. Une formation continue, quoi. Oui, ça évolue de plus en plus vite. Non, c'est vrai. Le RH doit être adaptable. Vous savez ce que c'est. Vous le vivez au quotidien. C'est ça. En tout cas, c'est des problèmes passionnants. Et c'est passionnant parce que de les remettre dans le prisme des RH, parce que ça en fait des problèmes humains, avant tout. C'est exactement et ça. Au fond, c'est le fond des choses. Merci beaucoup, merci à tous. Et puis, on reprendra avec grand plaisir ces débats. Merci. Et donc, je rappelle la NDRH. Il y a un site, internet. Nous avons notre page LinkedIn. Voilà. Et il y a beaucoup d'événements que vous organisez. Exactement. Le prochain est le 6 décembre. Donc, c'est une soirée de fin d'année. Et après, nous retrouvons au mois de janvier sur l'actualité sociale et également sur un événement sur la qualité de vie au travail le 30 janvier, mardi 30 janvier, vers 18h.
Le 30 janvier, donc allez. Donc nous communiquerons effectivement sur notre page LinkedIn. J'invite tous les DRH membres et non-membres de venir, de nous rejoindre et de consulter notre page. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.